Et bonjour à tous, bienvenue pour ce 25e numéro de la Perme. Alors pour ce numéro, nous allons parler ensemble des émeutes qui se déroulent actuellement au Minnesota, pardon, et qui sont en train de s'étendre à l'ensemble des États-Unis suite à la mort, peut-être devrait-on dire à l'assassinat de George Floyd lors d'un contrôle policier. Et pour en discuter, nous aurons le plaisir de recevoir Norman Ajari, Ibrahim Béchouri, qui seront en direct live des USA. Et on aura peut-être un invité de dernière minute qui est en lien notamment avec le Minnesota, le Library, donc on va voir. Et enfin, on aura aussi une vidéo d'analyse exclusive de Toby Curry. Mais avant cela, on va commencer par une revue d'actualité. Comme vous le savez, on a décidé, devant le succès du format et devant l'impossibilité pour nous de reprendre nos émissions PDH Radio, de continuer la formule, la perme, à raison d'une fois par semaine pour traiter de l'actualité. Et afin de traiter au mieux ces actualités, on va vous proposer dorénavant de débuter, avant la discussion principale, par une revue d'actualité avec différents chroniqueurs. Et pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme chroniqueur tout d'abord Tariq Bouafa. Bonsoir Tariq. Bonsoir à toi, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Mehdi Mefta, qui est membre du Parti des indigènes de la République. Bonsoir à toi Mehdi. Oui, bonsoir à tout le Alors, monde. avant de commencer vraiment l'émission, je vous invite encore, j'invite tous nos auditeurs tout d'abord à partager l'émission, à la liker, à s'abonner à la page de Parole d'honneur afin que vous ne ratiez aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, durant l'émission, vous pouvez nous faire un don via le lien qui va s'afficher à l'écran. Enfin, et comme d'habitude, on a fait la perme pour vous donner aussi la possibilité d'interagir avec nos invités en posant les questions ou en faisant simplement des remarques. Et pour ce faire, rien de plus simple, vous le faites dans la section commentaires de ce live et je le ferai remonter aux invités durant l'émission. Et vous pouvez le faire même durant la revue d'actualité. Alors, on va commencer cette revue d'actualité et pour ce premier numéro, on va parler de trois actualités. Et j'ai envie qu'on commence par la marche des solidarités qui a eu lieu le samedi 30 mai, donc il y a 2 jours, et qui a connu un certain succès puisqu'il y avait de très nombreux manifestants. Et c'est peut-être aussi symboliquement très fort puisque c'est vraiment la première grosse manif de rue post-confinement et elle a été lancée par les sans-papiers. Toi, Tariq, tu étais, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah écoute, j'étais très agréablement surpris, donc on était deux à cette marche, j'ai été vraiment très agréablement surpris du monde qu'il y avait, parce qu'on a compté à peu près, enfin les chiffres que j'avais vus, il y a à peu près 5000 personnes, donc vraiment il y a énormément de monde pour cette manifestation. Euh, alors nous, malheureusement, bon, on est arrivé, on a été un petit peu intimidé par la police qui, dès la sortie du métro, tentait d'intimider les gens qui voulaient se rendre à cette manifestation, notamment des sans-papiers, en faisant des contrôles, en mettant des amendes sous des prétextes un peu fallacieux. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre vraiment dans le détail de maintenant, mais, Mhm. comment? Tu peux. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, très content donc de voir ce monde-là et de voir en fin de compte, ce n'est pas étonnant en fait que ça soit les sans-papiers, je dirais, qui sont les premiers vraiment à sortir dans la rue, à manifester après le confinement, étant donné que c'est vraiment la catégorie sociale, c'est vraiment les gens qui ont le plus souffert de ce confinement à double titre parce que ce coronavirus a été vraiment un double révélateur, je pense, pour les sans-papiers. D'un côté, on a vu le caractère véritablement indispensable de ce travail, de ces personnes qui sont cantonnées dans des jobs mal payés, souvent fatigants, usants, que ce soit dans le nettoyage. Hein. On a vu énormément de ces sans-papiers travailler dans le nettoyage. On a vu le caractère véritablement indispensable de leur travail. Et de l'autre, c'était également extrêmement révélateur dans le sens où ce sont beaucoup de gens donc, qui sont sans papier, donc qui n'ont aucun droit, qui ne sont absolument pas reconnus, dont leur existence sociale, dont leur existence dans le travail n'est absolument pas reconnue, et qui sont donc les premières victimes de ce confinement, étant donné que beaucoup travaillent dans la restauration, par exemple, dans l'hôtellerie, et ce sont des secteurs qui ont fermé, et donc ils se sont retrouvés sans rien, absolument sans Mhm. rien. Et donc ils étaient là, il y avait vraiment je pense que
ils ont énormément souffert et on le voyait dans leur détermination, dans leur résilience, qu'ils ont énormément souffert de ce confinement pour les causes que j'ai évoquées. Et il y avait vraiment cette volonté une sorte de libération, cette volonté d'exprimer la souffrance, mais également exprimer leur détermination à qu'on les reconnaisse comme des producteurs, à qu'on les reconnaisse comme ceux qui ont fait tenir ce pays, parce que c'est exactement ça qui s'est passé pendant le confinement. Effectivement. Mehdi? Oui, moi j'étais fier et vraiment heureux d'avoir participé à cette manifestation. D'abord, c'est la première riposte d'ampleur au gouvernement et à la Macronie. D'une manière générale, on a mis l'attention sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux, sur ce qui s'est passé dans les EHPAD, mais absolument, on n'a pas mis l'accent sur la situation des migrants, des réfugiés et des sans-papiers, notamment dans les foyers. Il faut savoir que les règles de distanciation physique sont très difficiles à appliquer dans les foyers, que c'est des personnes qu'on a laissées sans chômage, sans accès à un certain nombre de ressources comme le chômage partiel, sans accès aux soins. Et c'est toute cette problématique qui a été visibilisée ce jour-là, malgré l'interdiction préfectorale. Donc, ils viennent d'une part pour d'abord casser cette logique de l'état d'urgence sanitaire qui empêche les gens de sortir dans la rue. C'est une appropriation de la rue qui a été saturée par la présence policière, la présence qui contrôle, on les a vus d'ailleurs à Opéra et à Madeleine, mais en tout cas, les cortèges, malgré la répression, il a pu se diriger vers Place d'Opéra. Malgré quelques empêchements, la manifestation, elle était très très belle, elle était dirigée par les sans-papiers, par les migrants, par les réfugiés, et je pense que c'est une entrée en matière indispensable sur la question raciale, qu'elle soit la première, si j'ose dire, comme une grande revendication, ceux qui ont nié leur existence, ceux qui subissent l'apartheid mondial, ceux qui luttent contre l'impérialisme des frontières et l'État-nation, ceux qui luttent aussi contre l'apartheid interne. C'est-à-dire, à défaut d'abolir les papiers, etc., on demande, en tout cas les collectifs d'immigrants, des sans-papiers, des réfugiés et leur soutien, ils demandent l'accès aux soins d'une manière en fait importante, l'accès au chômage partiel, l'accès à toutes les ressources de l'État et aussi la fermeture, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, des centres de détention. Il faut savoir que les mêmes problématiques, d'une manière encore beaucoup plus aiguë, se posaient pour les centres de détention administrative, les fameux CRA qu'il faut absolument fermer. Durant le confinement, c'était criminel de les laisser en fait dans cette situation-là. Et maintenant, il faut qu'il y ait une mobilisation d'importants pour essayer de renverser la vapeur sur ces questions-là qui n'ont très peu d'existence politique. Alors, juste très court ton point, vas-y Tariq, très court, vas-y. Oui, non, je voulais juste rajouter deux petits points rapidement. C'est que premièrement, on a vu, je pense que la manifestation aussi était une manière pour ces sans-papiers de médiatiser leur cause, étant donné que pendant tout le confinement, on a applaudi le personnel hospitalier, on a applaudi énormément de personnes, et bon, c'est très bien, mais je veux dire, c'était des gens qui étaient complètement invisibilisés pendant ce confinement, premièrement. Et là, on a vraiment vu ce qu'on pourrait appeler, ce que Sadri Carré appelle le tiers-peuple, ou ce qu'on pourrait vraiment appeler ce sous-prolétariat indigène. La France d'en bas de la France d'en bas. Oui, voilà, exactement. Et juste, deux derniers petits trucs, c'est vraiment, j'ai été impressionné, je le disais dans l'introduction, ces contrôles policiers qui faisaient tout pour que les gens n'aillent pas dans la manifestation, pour les intimider, pour faire en sorte que ces gens partent et ne viennent pas grossir les rangs des manifestants. Donc il y a eu vraiment un dispositif policier assez démesuré, disproportionné par rapport à la manifestation. Il y a eu beaucoup de personnes, mais quand même, il y a quand même un hélicoptère qui a survolé la manifestation. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant. On se croirait, je veux dire, il n'y avait pas d'émeute, il n'y avait rien du tout. Bon, premièrement. Et deuxièmement, on voit vraiment aussi une vision globale de la part de certains collectifs, notamment le collectif Barras, qui distribuait des tracts. Et quand je parle de vision globale, c'est-à-dire qui pointait d'un côté la double responsabilité de l'État français, dans le sens où, d'un côté, ils sont là parce qu'ils ont été vomis par l'impérialisme français, qu'ils ont été vomis par les pillages, par les guerres menées par l'impérialisme français en Afrique, et donc qui sont les premières victimes de ça, et
ils sont doublement victimes dans le sens où lorsqu'ils arrivent en France, ils doivent faire les sales boulots, ils sont mal reconnus, voire pas reconnus, et ils sont victimes d'exploitation et d'humiliation permanente. Donc il y avait vraiment cette dialectique, cette double oppression, je dirais, qui a été vraiment bien mis en avant par ces collectifs-là. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de la deuxième actualité. On parle du débat qui a eu lieu samedi aussi, qui a opposé les deux plus grands intellectuels français du moment, qui illuminent la France de leur puissance intellectuelle. J'ai nommé Onfray et Zemmour. Alors, je dis débat, mais ce qui est frappant quand on regarde ce débat, pour ceux qui sont courageux ou insouciants comme nous, c'est qu'il y a pas vraiment de débat. Et au contraire, il y a une grande sympathie entre Zemmour et Onfray. Onfray, qui, on doit le rappeler, provient de la gauche libertaire et qui a opéré ces 10 dernières années une dérive de plus en plus pathétique à l'extrême droite, reniant ses plus grands principes et idéaux, notamment la critique du christianisme, puisque en ce moment il dit qu'il reste athée, mais que c'était une erreur de critiquer, d'être si violent à l'égard du christianisme, surtout quand à côté il y a l'islam. Et notamment, il a créé dernièrement le magazine Front Populaire, qui rassemble tous les souverainistes chauvins, réactionnaires et islamophobes de France. Donc, Mehdi, est-ce que tu as vu le débat, toi? Tu en penses quoi? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Et d'une manière générale, il y a des convergences, même si leur point d'entrée, chacun d'entre eux, il était un peu différent. Mais ce qui est important pour eux, c'est la grandeur de la France. Ça veut dire, c'est en cela, ils sont fidèles à l'esprit de Léon Blum, qui était dans le Front populaire, qui croyait déjà à l'époque dans le devoir des races supérieures sur les races inférieures. C'est-à-dire, il y a un fameux discours. Et d'ailleurs, ce qui est important quand même à souligner, d'abord, qu'Onfray, ça fait longtemps que nous, on le connaît. Pour beaucoup, pour certains à gauche, ils avaient certains d'entre eux, ils avaient quand même une vision un peu biaisée de la réalité d'Onfray. C'est-à-dire, il pensait à son côté soi-disant libertaire, mais c'est quelqu'un qui était islamophobe, qui avait une attitude contre l'immigration, une attitude colonialiste, une attitude islamophobe depuis longtemps. Et c'est pour cette raison que lors d'un débat sur l'identité nationale à Ce soir ou jamais, en novembre 2009, avec le ministre de Nicolas Sarkozy de l'époque, qui était ministre de l'Union nationale, Éric Besson, il voulait soi-disant faire une sorte d'alliance avec notre porte-parole, Houria Boutelja. Et Houria Boutelja, tout de suite, parce que nous, on le connaît très très bien, l'a remis à sa place, a refusé son paternalisme. Et lui, il a dit une fameuse phrase comme quoi, à cause de notre attitude à nous, il va embrasser, si j'ose dire, un peu Éric Besson. Mais nous, on n'avait absolument aucune illusion sur lui. Bien sûr, sur Éric Zemmour, que c'est un phénomène qu'on a analysé, ça fait longtemps sur notre site. Ça veut dire qu'il y a une convergence, ça veut dire la volonté, la grandeur de la France. Mais je pense que ce qui est aussi important, c'est qu'il ne faut absolument pas ne pas faire une critique aussi radicale sur l'imaginaire en fait du Front populaire, sur l'imaginaire par exemple du Conseil national de la résistance. Les deux, ils ont échoué sur une chose fondamentale, c'est la question coloniale. La question coloniale, on peut le voir d'ailleurs dans le récit de Habib Bourguiba à l'époque, de la philosophe française Simone Veil de l'époque et d'autres ailleurs, c'est-à-dire la question de l'Algérie, Madagascar, l'Indochine, et sur le fait qu'un des membres fondateurs, une organisation fondatrice du Front populaire, à savoir l'Étoile nord-africaine, a été dissoute en 1937 par le Front populaire. Donc, nous, on a aussi un regard, on n'a aucune illusion, même sur ce passé présent de la France. Donc, cette illusion sur le Front populaire, c'est le Conseil national de la résistance. Nous, on a déjà fait un retour critique. Et à mon avis, il faut aussi démolir les présupposés de cet imaginaire qui continue un peu à susciter une sorte d'une forme de désir et sur une nostalgie de la grandeur de la France de l'époque.
Mmh. Mais je rajouterais sur la destruction du mythe du Front populaire que même dans les termes de la gauche elle-même, c'est là qu'on voit que, des gens comme mon frère n'ont pas une grande historique des mouvements dont ils se réclament parce que même en termes de classe pure, le Front populaire a toujours été plutôt tiédasse et les congés payés et tout n'ont été accordés que grâce à une grosse pression des mouvements populaires, Oui, il y avait une historique de grosse grève grève. que, Et d'ailleurs, ils vont faire une pause en 1937, me semble-t-il, en oui, 36, oui, donc même du avec point de la vue de la gauche, le Front populaire, participation du Parti radical et du PCF de l'époque, quoi. effectivement. Tariq, tu veux ajouter un point sur le débat? Oui, oui, bah écoute, le débat, bon, tu disais de grands intellectuels, ouais, c'est vrai qu'on est épaté par leur immense intelligence, par leur immense culture. Non, mais c'est très intéressant de voir deux pseudo-intellectuels qui aiment à dire que les débats, il n'y a plus vraiment de débat à la télévision, qu'il n'y a plus vraiment de contradiction, etc. Et que ce sont les premiers, enfin, j'en étais presque gêné de voir à quel point, oui, vous avez raison, oui, Et qui ce sont que vous dites est boycottés? très juste, etc., etc. Ah oui, il y avait vraiment un accord sur pratiquement tous les points. Presque, ils voyaient tellement qu'il y avait un accord sur tous les points que des fois, ils allaient chercher peut-être une petite nuance pour dire à quel point ils étaient quand même un petit peu différents. Bref, Mmh. refermons donc sur la forme. Sur le fond, oui, sur Onfray, évidemment, on sait qui il est depuis longtemps, on sait que voilà, c'est un islamophobe depuis longtemps, je veux dire, ça n'a rien de nouveau. Mais ce qui m'intéresse dans ce débat on ferait Zemmour. Je ne sais pas si vous avez vu au début du débat, ils ont mis la une du Front populaire, de la revue qu'ils lancent, avec donc le premier numéro, qui est vraiment une caricature de ce qu'est le souverainisme aujourd'hui et de ce souverainisme islamophobe, etc., etc. On avait pêle-mêle, pandémie, oligarchie, communautarisme, des trucs qui n'ont strictement rien à voir, mais qui pour eux a énormément à voir. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, et il fallait voir aussi en dessous les intervenants ou ceux qui ont écrit dans ce numéro-là. Alors, on a, ce qui est extrêmement intéressant, on a tout le champ politique républicain. C'est vraiment tout le champ politique souverainiste. Et derrière le mot souverainiste, c'est vraiment le mot républicain qui revient. C'est-à-dire, on a Kuzmanovic, donc l'ancien de la France insoumise, Henri Peña-Ruiz, un islamophobe invétéré, on a Philippe de Villiers de l'extrême droite, on a Eugénie Bastier, on a Barbara Lefebvre, etc. Bref. Et ce que je vois dans ce projet-là, c'est une nouvelle étape dans la construction, je dirais, d'une construction d'un national-républicanisme qui est né dans les années 90, hein, avec notamment Régis Debray, Alain Finkielkraut, etc. Et de réunir les souverainistes des deux bords. À l'époque, c'était réunir les républicains des deux rives. Avec un propos très simple, c'est-à-dire que la France, et ce qu'a très bien dit Mehdi, la France serait en danger. L'existence même de la France serait menacée, et serait doublement menacée d'un côté par la mondialisation, etc., l'Europe et tout, donc toujours cette critique de l'Europe et tout, et de l'autre côté par une menace plutôt souterraine, culturelle, le grand remplacement. Hein, Ouais. d'où ces attaques contre le communautarisme, etc. Et je pense que ce qui catalyse vraiment le catalyseur de toutes ces peurs, de tous ces affolements-là, c'est vraiment un retour à un ordre social, donc un ordre politique autoritaire, un ordre racial. Hein, et juste, je terminerai là-dessus, c'est aussi, il faut voir aussi dans quel contexte ça a lieu. Dans les années 90, on avait la fin de l'affrontement capitalisme-communisme et il fallait recréer de nouvelles oppositions politiques qui sont reconstruites avec d'un côté donc les souverainistes, les indépendantistes, ceux qui clament la nation, et de l'autre les libéraux, etc. Et dans un contexte aussi où on avait l'affaire du voile en 1989 à Creil, on avait aussi toutes les luttes des jeunes issus de l'immigration postcoloniale, etc., etc. Donc il y avait cette volonté d'un État fort, d'un État qui ne transige pas avec ces fameuses valeurs, avec les fameuses valeurs républicaines, et c'est exactement ce qu'on revoit aujourd'hui. C'est Ouais. exactement ce qu'on revoit aujourd'hui, avec vraiment cette volonté autoritaire, cette volonté raciste et c'est ce que dit très bien Onfray quand il dit la France, il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent venir, les étrangers, etc., du moment où ils aiment la France. Mmh. Là, il y a un problème. Mmh. Ouais, la grandeur de la France. Ça me fait penser à Max Gallo. Très court, Mehdi. Vas-y. Oui, Exactement. ça me fait penser à Max Gallo. Il y a aussi un autre élément qui a attiré mon attention, c'est le refus de la violence révolutionnaire. Et c'est pour cette raison que tous les deux,
et il récuse un peu l'héritage radical des débuts de la Révolution française. Le refus parce Mais qu'ils voient d'une manière, ils perçoivent que la violence révolutionnaire devient de plus en plus en fait disponible dans l'imaginaire d'une fraction de la société française. Bien sûr, ça existe déjà dans les quartiers populaires, mais ça commence à s'étendre au-delà des quartiers populaires vers d'autres classes pauvres. Donc, il y a la peur, la volonté de l'ordre, elle est aussi, ils viennent de la peur, en fait, de l'insubordination et de la violence révolutionnaire d'une partie, et aussi la peur, en fait, des changements géopolitiques dans le monde, où la France va risquer encore de se secondariser, encore beaucoup plus qu'il ne l'est maintenant. Alors, on va passer rapidement à la dernière actualité avant de passer au débat avec Norman Ajari et Ibrahim Bechouri. Alors, pour terminer cette revue d'actualité, et ça fera la transition avec le débat de l'émission, je voudrais qu'on parle de la proposition de loi d'Éric Ciotti, dans laquelle il souhaite condamner d'une amende de 15 000 euros et d'une peine de 6 mois d'emprisonnement les personnes qui diffuseraient des images de policiers dans l'exercice de leurs fonctions en prétextant que c'était pour défendre la sécurité de ces policiers. Alors, bien évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que le collectif Urgence de police assassine et l'application Urgence violence policière, qui, je le rappelle, sont disponibles sur Apple Store et Android et qu'il faut télécharger. Donc, cette application est directement visée. Et justement, Ahmed Bettounsi et d'autres membres du collectif ont répondu à travers une tribune intitulée Empêcher de filmer et diffuser des images de violences policières, c'est livrer les victimes à encore plus d'arbitraire. Donc, cette tribune a été publiée dans Libération et elle a été signée par de nombreuses personnalités comme Kerry James, Youssoufa, Aïssa Maïga, Rokhaya Diallo, le groupe IAM, Stockme Bugsy, Camélia Jordana, etc. Donc, je voulais avoir votre avis sur tout ça assez rapidement, Tariq. oui, bah, rapidement, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Cette application est fondamentale et bon, ça va faire une bonne transition avec l'émission avec Norman bon, sur la question aux États-Unis, quoi. Vraiment qu'on ait pu filmer cette vidéo et donc que les gens ont pu voir la brutalité, la sauvagerie, il faut dire faut appeler un chat, la sauvagerie de la police, notamment aux États-Unis. Donc c'est ce qui a créé une prise de conscience encore plus de la part des gens. Ce que disent ceux qui lancent donc, cette application, c'est que vraiment, dans l'immense majorité des cas, le fait de ne pas avoir d'image permet aux policiers de s'en sortir pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Donc, il y avait un chiffre d'ailleurs dans Libération, qui dit que 95% de ces crimes-là restent impunis. Donc, c'est vraiment la possibilité de poursuivre des policiers pour ce qu'ils font. Mais en même temps, je trouve que c'est extrêmement intéressant la réponse d'Éric Ciotti, la réponse des députés républicains, de voir en fin de compte à quel point ils sont tellement habitués. Ils se sont tellement habitués à l'impunité policière, ils se sont tellement habitués à qu'il ne se passe jamais rien. Les syndicats policiers sont tellement puissants, mettent une pression tellement forte sur le pouvoir que l'idée même qu'on puisse filmer et que donc, parce que qu'est-ce qui fait peur là-dedans? C'est que l'on voit véritablement la systématicité et le caractère systémique des violences policières et donc aussi contre qui elles sont commises, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, les Indigènes en somme. Bref, donc il y a ça qu'on ne veut pas voir, il y a ce caractère systémique-là, et il y a aussi vraiment cette volonté de perpétuer l'impunité et qu'on ne voit pas véritablement ce qui a cours dans les quartiers populaires et ce qui est patent de vérité, c'est-à-dire des brutalités, des violences policières, que ce soit des violences verbales, des violences physiques, des raquettes, etc. etc. Donc, je pense que c'est une application qu'il faut vraiment télécharger, qu'il faut vraiment soutenir. D'ailleurs, il y a une pétition sur change.org pour la soutenir. Il y a des dons que l'on peut faire pour la soutenir et ça me paraît vraiment hyper important de soutenir ça quoi, pour que l'impunité ne soit malheureusement plus la règle. Et pour terminer, Mehdi, alors, si tu peux faire le plus court possible. Oui, en fait, il faut juste voir pourquoi ça les dérange. Ça les dérange d'une manière générale parce que la police est un des bras armés de l'État. Il est indispensable pour la répression dans les quartiers populaires et notamment contre les communautés arabes, noires et roms et toutes les populations racialisées et contre le mouvement social. Ce qui est important, c'est de voir en fait que ça implique cette question, cette application. C'est ça ce qui est important. Qu'est-ce que ça implique? Parce qu'au-delà de la question de l'image, parce que nous, on va penser juste de filmer.
D'abord parce que ceux qui sont autorisés à filmer, c'est l'État, c'est les collectivités, c'est les mairies, c'est la police, c'est ces agents. C'est eux qui mettent des caméras partout, c'est eux qui nous fliquent partout, qui construisent des programmes pour nous tracer. Là, il va y avoir un changement de paradigme. C'est comme pour les sans-papiers tout à l'heure. Il y aura un changement de paradigme. Ça va être ceux qui subissent, qui sont cibles du racisme d'État, c'est eux qui vont contrôler les agents de l'État. Et non seulement ils vont les contrôler, ce qui va les déranger, c'est le lien qui va être établi entre les communautés ciblées par la délinquance policière et les collectifs Urgence Notre Police Assassine, c'est-à-dire tous les collectifs Vérité et Justice. Et établir ce lien, parce que c'est très difficile pour ces collectifs d'avoir des antennes partout, établir ce lien, construire un rapport de force sociale afin de mettre fin à l'impunité policière et à la délinquance policière, c'est ça ce qui effraie en fait un peu le pouvoir. C'est la mise en place d'un rapport de force sociale qui permet de vaincre en fait la violence policière, désarmer par exemple la police, la dissolution de la BAC et un certain nombre de revendications qu'ont les populations et l'immigration. C'est ça ce qui gêne le plus. C'est pas seulement l'image. L'image elle-même ne construit pas un rapport de force sociale. C'est ce qui va avec. Contre les trois institutions auxquelles nous, on fait face à chaque fois. L'institution de la police, l'institution judiciaire et l'institution médiatique. Quand on a une image et que tout de suite, c'est nous qui font en sorte que le récit, notre récit à nous, qui doit être mis en avant. Parce que généralement, jusqu'à maintenant, les médias dominants, ils reprennent le récit de la police. Donc, c'est en fait un outil en lui-même qui ne va pas faire que c'est la vérité, mais c'est le rapport de force qui va l'accompagner, qui va faire en sorte qu'on va construire quelque chose qui va nous permettre, Inch'Allah, de vaincre cette délinquance policière et ce racisme d'État. Ouais. C'est vraiment. Oui. Ouais, non, je veux dire vraiment, Très mais court, c'est vraiment aussi, très très court. Ouais, c'est très très court. C'est que vraiment, il faut vraiment inscrire cette loi dans un arsenal législatif, en tout cas cette proposition de loi dans un arsenal législatif qui vise, je pense à la loi anti-casseurs aussi, qui vise véritablement, qui sont des lois scélérates, qui visent véritablement à instituer un État policier en France, un État policier et donc un État raciste en France. Oui. Oui, et comme tu as dit, Mehdi, filmer les policiers ne sera pas la solution magique, mais c'est l'un des outils qu'on peut mettre en place, accompagné d'une lutte autour de ces questions de violence policière. Et ben, ce sera tout pour cette revue d'actualité. Merci Mehdi Mefta, merci Tariq Bouafia. Au plaisir de vous revoir pour une prochaine fois pour le poste de chroniqueur pour cette nouvelle rubrique. Merci à vous deux. On va passer tout de suite au débat sur les émeutes qui ont eu lieu aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, tué par des policiers. On va recevoir pour en discuter Norman Ajari, Ibrahim Béchouri et peut-être un activiste, je ne me rappelle plus de son nom parce qu'on vient de me l'annoncer, Laïbari, voilà, Laïbari qui est activiste à Minneapolis, au Minnesota actuellement. Mais avant ça, comme transition, je vous propose d'écouter une courte vidéo que nous a envoyée Tommy Jickory, qui est professeur à l'Université d'Édimbourg et qui est l'auteur du livre The Man Not. Et dans cette vidéo, il nous livre son analyse de cette situation. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. The deaths of Mr. Ahmaud Arbery, Mr. George Floyd, along with his sister, Miss Breonna Taylor, remind the world that America is still an empire. And while we use these terms lightly to express how we think America interacts with foreign bodies, it's important to understand that anti-Black racism is a managerial strategy that has consistently and continually organized Black bodies within its geography. As a matter of understanding how this happens, we have to move beyond the outrage of assuming that it's only individuals, that Mr. Floyd's murder, public lynching, was something that an individual did, that the assassination of Mr. Arbery was something that white vigilantes did. What we have to begin to understand is that the failure of democracy or the end of politics is not merely what a government
says to its people, but how racialized people, white people, who disproportionately own and control government, property, etc., have made a promise with each other to keep the racialized bodies in order. The death of Mr. Arbery and Mr. Floyd is the fulfilling of that promise. It's living in a world where white Americans are told that their lives will matter more, and we will demonstrate this to you through order. The hierarchies that we theoretically discuss are enforced at a ground level through violence. Black people are managed within the structures of American society through violence. And when that violence is shown, it is to desensitize us to the spectacle. It is to help us believe that there is really a security and civility that comes about in the killing of Black men and boys. It's when police can break into homes unannounced. It's to let white people know that Black people are not safe, but they are. It's these exemptions that happen within our American society. It is this other side, this beyond our excess of American democracy, where Black people simply remain disposable, that shows us what American society was always, what it was always about. The failure of our thinking is to play with idealistic tropes. We see the tragedies and horrors of the world, but we think that they can be solved through more democracy. We say that democratic values are peaceful, that democratic values respect and respond to the wills of individuals. And when those individuals come together as a demos, that those people will be listened to. But what we see over and over again is that Black people cannot form a people. They are not citizens within the boundaries and borders of America. And it's this failure of democracy that simultaneously tells us its success. It renders them invisible, not in the sense that they can't be seen, but in a manner that their voices cannot be heard. They shall not rule, they shall only be ruled. And until we understand that this is the fundamental construction and building up of American democracy, then we're going to constantly ask ourselves the never ending question of why. The protests show that something's been broken, but the protests aren't making the system respond because the system is protected by militarized people. The system's protected by guns. The system's protected by police. The system's protected by courts. That system's run by Trump. He's fulfilling the legacy of Jim Crowism, of enslavement, of poverty, of exclusion. These are the mechanisms that define American democracy. Until we understand that those democratic values are the segregationist and murderous logics that keep Black people alive, then we will always be yelling after Black people die for more solutions. We have to change the way we think. We have to understand that the promise and allure of Western democracy is merely an order that satisfies whites and quenches their thirst with the blood of Black people. And until we understand the role that murder plays in maintaining hierarchies and political acquiescence, we're forever going to repeat the cycle. So my heart goes out to the families of Ms. Breonna Taylor, Mr. George Floyd, and Mr. Ahmaud Arbery. But this is not the first time that we've been here. And despite the protests and the symbolism of a Black Lives Matter, because we fail to understand what is happening and how genocide is perpetuated in the United States, this will not be the last. Et nous sommes de retour pour la discussion principale de cette émission. Alors pour cette discussion sur la situation aux États-Unis, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Norman Ajari. Bonsoir Norman. Bonsoir. Alors toi Norman, tu es philosophe, tu es professeur à Villanova University, tu es membre du PIR et tu es l'auteur du livre La dignité ou la mort, éthique et politique de la race qui a été édité à la découverte en 2010. J'ai aussi le plaisir de recevoir Ibrahim Béchouri. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir.
Bonsoir. Donc toi, tu es doctorant à l'Institut français de géopolitique et tu es aussi chargé de cours au John Jay College. Et là, tu es aussi en direct de New York. Et Mhm. on a un invité de dernière minute, Leigh Barry. Bonsoir Leigh. Bonsoir. Alors toi, tu es un activiste culturel, tu travailles sur les questions de la diaspora noire, de la migration et le lien entre la musique et la libération, et tu es aussi en direct des États-Unis. Alors, Ouais. et de New York plus précisément. Alors, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous faire tous les trois un petit point sur la situation générale aux États-Unis, mais aussi sur la situation un peu plus locale, comme New York pour vous deux, Ibrahim et Leigh, et sur la Pennsylvanie pour toi, Norman. Euh, on commence par toi, Norman. Ok, pas de problème. J'étais manifesté samedi à Philadelphie. Une manifestation qui a eu lieu toute l'après-midi, en fait. J'étais dans les premiers à venir là, il n'y avait pas grand monde. J'étais au départ un petit peu déçu, mais j'ai été vite surpris parce qu'en réalité, plus les heures défilaient, plus on avançait dans la journée, plus les personnes, les militants se sont massés, ont afflué euh, jusqu'au palais des Beaux-Arts de Philadelphie. Et à la fin, il y avait une foule véritablement immense. C'était extrêmement impressionnant. Énormément d'activistes différents. On entendait des discours très différents. Ce n'était pas une manifestation qui était menée par un groupe bien défini et qui tenait, disons, le crachoir ou le mégaphone. Il y avait plusieurs groupes, plusieurs discours. J'ai pu, comment dire, aller de petits groupes en petits groupes, écouter ce que les différents groupes activistes disaient, des discours très différents, des plus intégrationnistes aux plus révolutionnaires. On avait un petit peu de tout. Il y avait des personnes qui étaient, comment dire, des descendants du Move, du groupe du Move qui s'est fait bomber à Philadelphia. Euh, qui était là, qui était présent, qui tenait un discours extrêmement radical, extrêmement rigoureux. Et on avait énormément de personnes. Moi, je suis parti, je suis rentré chez moi à la fin, disons, de la manifestation officielle. C'était là où, comment dire, les échauffourées ont commencé. J'ai pu voir une banque disons, je ne vais pas dire mettre à sac, mais disons, qui ont obtenu un certain bris de vitre. Et j'ai vu des camarades qui m'ont partagé des vidéos, qui ont partagé des vidéos sur Internet. J'ai vu que certaines voitures de police ont brûlé. Il faut savoir qu'à Philadelphie, en ce moment, ils commencent depuis quelques mois à essayer de, comment dire, d'expérimenter une sorte de police de gauche, on va dire ça comme ça. Ils ont mis une femme noire comme chief de la police là-bas. Donc, les policiers n'avaient que des armes non létales. Ils ont tenté de faire les choses en douceur. Mais malgré tout, comment dire, la police reste la police. On était survolés par. J'entendais tout à l'heure Tariq, je crois, qui parlait des survols par un hélicoptère de la manifestation des migrants à Paris. Là, on était survolé non pas par un, mais je pense par deux, trois, quatre hélicoptères. J'imagine, ouais. C'est bien la police que les journalistes. Tout le monde était en hélicoptère. On ne peut pas passer inaperçu dans ce pays. Et oui, on était quadrillés, mais comment dire, voilà, la colère a fini par s'exprimer le soir de manière musclée. Ça a recommencé le lendemain au point que le maire a déclaré un couvre-feu pour les manifestations suivantes et pour tenter de limiter la casse. Et donc, il a tenté d'habiller son discours, je termine là-dessus, pour tenter de, comment dire, comme un bon libéral américain, on va dire, je comprends votre colère, mais bon, il ne faut pas tout casser, le mec. Il vous a entendu. Il vous a Ouais, entendu. exactement. Leigh, Oui, hello. oui. Alors toi? Ouais, donc, moi, personnellement, je suis en train de faire un peu comme on appelle en anglais, digital organizing, au niveau des différentes manifestations euh, qui se passent à Minneapolis. Bon, j'ai grandi à Minneapolis, et donc c'est là où je crois que la majorité de mes amis ou bien les personnes que je connais sont. Et euh, là où le meurtre s'est passé, c'est même pas one mile away, comme on dit en anglais. Et donc, euh, pour Minneapolis, quand même, euh,
la situation actuellement un peu tendue. Bon, c'est commencé le jour après. Et c'était juste, comme on dit, pacifique. Et, et on a vu directement que la police agitait comme as the police do. Et donc, et les gens sont rentrés, je crois le deuxième jour, les gens sont rentrés dans la station de police pour aller brûler. Et depuis lors, la situation est vraiment, franchement, euh, comment on dit, dangereuse parce qu'il y a des milices blancs, des suprémacistes blancs, etc., qui sont actuellement partout. Ils ont totalement envahi la ville de Minneapolis pour, euh, euh, comment on dit, threaten en français? Menacé. Menacer, merci. Pour menacer les gens, ils sont en train de commencer les incendies partout. Et surtout dans les minority-owned businesses, là où les immigrés se trouvent. Euh, et quand même, c'est une situation un peu tendue. Et pour le cas de New York, surtout à Brooklyn, actuellement, c'est aussi un peu difficile parce que les gens, je crois, bon, de ce que je vois, le NYPD, c'est quelque chose je crois que c'est une entité pas comme les autres unités de police partout, même dans les États-Unis, même si, bon, la police, c'est la police en fait, mais je crois que on peut seulement le comparer euh, à l'armée, en fait, tellement que elle est grande et elle est euh, effrayante aussi. Et donc, j'ai vu j'ai plusieurs amis qui ont été soit arrêtés, soit menacés, mais aussi brutalisés par la police, surtout à Brooklyn. Je ne sais pas trop pour ce qui se passe dans la ville de Manhattan, à Manhattan, mais à Brooklyn, c'est un peu pareil. D'accord. Et bref, terminer sur le Déjà, j'aimerais appuyer ce que vient de dire Barry sur le NYPD. C'est comme ça que j'avais appelé d'ailleurs le maire, le précédent maire de New York, Michael Bloomberg, qui a tenté de déposer sa candidature d'ailleurs à la présidence des États-Unis au sein du Parti démocrate. Il avait appelé le NYPD son armée. Il avait dit que c'était la 7e armée du monde. Il n'était pas très. Vous pouvez préciser ce que c'est le NYPD? C'est la police de New York. La police de New York. Il avait dit que c'était la 7e armée du monde en termes de nombre. Il avait faux là-dessus. Mais préciser que la NYPD, c'est quand même, je crois, 22 000 officiers de police, sans compter le personnel qui travaille dans les bureaux, etc., le personnel de soutien, on va dire. Donc, c'est un département de police un peu différent. Et puis, il y a une histoire un peu de violence policière à New York qui est assez impressionnante. Qui remonte à très loin, mais on peut prendre la grosse affaire de violence policière à New York, c'était en 1999, Amadou Diallo, qui est tué par la police, 41 balles tirées sur ce monsieur qui n'était pas armé, qui voulait juste rentrer chez lui en fait, et qui a mis sa main dans sa poche pour montrer qu'il avait ses papiers d'identité, et les policiers lui ont tiré dessus 41 balles. Ils ont trouvé des impacts de balles sous sa chaussure. Donc, il était déjà au sol, les policiers continuaient de tirer. Puis d'autres cas plus récemment, dont un cas très important en 2015 qui a un peu mis le feu aux poudres, en 2014, pardon, le cas d'Eric Garner qui a été tué et qui est très similaire à l'affaire, à ce qui s'est passé avec George Floyd, un homme qui est mis à terre, qui est plaqué au plaquage ventral, avec des officiers qui se mettent sur lui et il crie, je ne peux pas respirer, I can't breathe, I can't breathe. Et malheureusement, il a été tué par la police, en fait. Et du coup, ça a été le renouveau d'un traumatisme à New York, à mon sens. Le fait qu'il y a un gros mouvement de protestation là-bas qui n'hésite pas à affronter la police. Et la police, bien sûr, est violente. Et violente dès le départ. Ce n'est pas une réponse de la police, la violence. C'est une violence qui existe dès le départ contre les mouvements de protestation pour les orienter dans une certaine direction et au final les casser.
Un autre truc qu'il est important de préciser, c'est qu'avant l'épidémie de Covid, il y avait déjà un mouvement social assez important à New York, anti-policier, parce qu'il y avait eu en fait, une recrudescence des arrestations par la police, des interventions par la police dans le métro de New York, avec notamment, je crois, un jeune homme, tu me corriges Barry si j'ai faux, mais je crois un jeune homme qui vendait des sneakers et tout dans le métro. Qui a été interpellé par la police. Et je crois qu'ils ont pointé ce jeune homme avec genre 5 flingues, 5 policiers différents qui l'ont pointé qui l'ont visé avec leurs flingues. Heureusement, il est pas mort. Ils ne vont pas tirer dessus, mais ça a mis le feu aux poudres. Surtout qu'on voulait, la mairie de New York et l'État de New York voulaient ajouter des fonds pour que le métro de New York obtienne encore plus d'officiers de police qui sont en lien avec la NYPD, la police de New York. Il y a un contexte assez particulier là-bas qui était déjà tendu avant le Covid. Je pense que bien sûr, le Covid, le confinement, le fait qu'il y ait plus de personnes dans les communautés noires à New York qui meurent du Covid aussi, ça crée une rage en fait, qu'il a fallu exprimer. Et ça a été l'affaire George Floyd, mais aussi c'est passé avec Ahmaud Arbery, Breonna Taylor. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que ça vous étonne que ce soit ce crime-là, cette énième mort d'un noir tué par la police, qui ait provoqué un tel déchaînement de protestation? Comment vous expliquez qu'une telle colère se libère précisément maintenant? Norman, vas-y, Norman. Ouais, je pense que plusieurs éléments étaient réunis, disons, plusieurs facteurs étaient réunis. Tout d'abord, je pense que le fait que ce soit un crime policier rend la colère plus politisable et plus articulable. C'est-à-dire que le problème avec Ahmaud Arbery, c'est qu'il a été tué par des vigilantes, il a été tué par des citoyens. Et le fait qu'il soit tué par des citoyens fait qu'il n'est pas possible de désigner véritablement des ennemis politiques. Il ne faut pas désigner tout le pays, ce qu'en réalité, certainement, il faudrait faire. Mais il est difficile d'organiser une mobilisation politique contre la société. Il n'est pas possible de dire, bon, on en a marre de ces blancs, il faut se débarrasser de ces blancs racistes. Ce n'est pas possible de dire ça politiquement. Par contre, là, un crime policier, avec une force de police bien définie, avec un mode opératoire qu'on connaît, qui a déjà été pratiqué, dont on sait qu'il tue, avec également des images claires, nettes, sans aucun doute sur la violence de ce qui s'est perpétré, avec des paroles très claires de la part de George Floyd lors de son agonie, qui répète des mots qu'on connaît bien. Please, I can't breathe. Ces mots qu'on connaît déjà, qui ont déjà fait l'objet, il y a quelques années, de mobilisation considérable. Et on est également dans une situation où on sait, on l'a déjà dit dans cette émission plusieurs fois, dans la perme, dans Parole d'honneur, qu'on est dans un contexte où on a très bien vu la surmortalité des personnes noires face à la Covid-19. On est dans ce contexte-là. On est dans le contexte où on voit énormément de types de harcèlement des personnes noires sur les réseaux sociaux, leur criminalisation générale. Donc, il était certain qu'il fallait que les choses explosent, que ça allait revenir, quoi, que ce mouvement, une version radicalisée de ce qu'a été le mouvement Black Lives Matter, allait renaître. Après tout ça, disons, après toute une séquence, depuis le début de 2020, toute une séquence où la vulnérabilité noire et la violence contre les Noirs a été, comment dire, où tout cela avait été rendu évident et tout cela a été rendu clair, net et extrêmement lisible politiquement. Donc je pense que énormément d'éléments étaient rassemblés pour que cette mobilisation soit efficace, pour que cet événement devienne politisable par les organisations et que la société civile, et notamment les personnes noires, les personnes de couleur non noire et même les radicaux blancs s'en emparent. Mais il faut bien savoir, à mon avis, que la question de la violence policière ici, dans ce contexte, n'est qu'une partie, certes une partie importante, mais n'est qu'une partie du problème, mais certainement la partie la plus articulable politiquement. Mais tout ce qu'on a vu depuis le début 2020, c'est la mort noire sous toutes ses formes. 50 nuances de mort noire dont la police, dont l'État ne sont qu'un des acteurs parmi beaucoup d'autres. Alors, juste avant que vous interveniez, Ibrahim et Barry, est-ce que... Ah, bah c'est bon, tu as compris, parce qu'il y a un écho. Voilà. Donc, Ibrahim ou Barry, pour intervenir, si vous voulez rajouter. Vas-y, Ibrahim.
Oui, enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que Norman a dit. Je pense qu'il a plutôt bien expliqué la situation. Peut-être deux autres éléments, euh, ou un autre élément surtout, parce que l'autre, je ne sais pas s'il est très pertinent ici, mais le Covid a aussi eu des conséquences économiques. Et bon, j'ai pas encore vu d'études sur le sujet, mais je pense que ces conséquences économiques, elles sont encore plus graves dans les communautés qui sont au départ dans des situations économiques délicates. Et on sait qu'aux États-Unis, les communautés noires, à cause des inégalités, ont déjà énormément de soucis à ce niveau-là. Donc je pense qu'en plus d'être dans une situation où il n'y a plus aucune forme de sécurité, de sécurité économique, créer les conditions pour ce genre de mouvement de protestation extrêmement violent. Et je pense que c'est intéressant à ce moment-là de politiser aussi ce qu'on appelle looting, je ne sais pas comment on appelle ça, les pillages, etc. en français. Les gens sont bombardés constamment d'objets de consommation, etc., qui ne peuvent pas acheter, qui peuvent encore moins acheter maintenant. Et il y a des gens, effectivement, qui profitent ou qui, dans ces mouvements de protestation, vont prendre des choses. J'ai vu des gens prendre des cheesecakes à la Cheesecake Factory, c'était marrant. Moi, j'ai pas On les comprend. personnellement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas que la Cheesecake Factory va faire faillite parce qu'il y a quelqu'un qui a volé un cheesecake, quoi. Et moi, du coup, j'ai pas de souci avec ça. Et je pense qu'il faut pas dépolitiser ces actes-là aussi. Des actes qui répondent à une injustice économique énorme qui existe aux États-Unis. Et c'est le cas en France aussi, quand il y a ce genre d'événements qui arrivent. Je pense qu'il faut repolitiser ce qu'on appelle le pillage. On pourrait l'appeler réappropriation. C'est des Oui, c'est choses. ça, il y a un côté où on se réapproprie, on se reprend ce qu'on pense qui nous a été confisqué, qui nous a été privé. Euh, Complètement, complètement. Barry, alors réactive ton micro, Barry. Vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Ibrahim. Je crois que euh, il y a il y a une nouvelle mentalité parce que déjà, surtout dans le cas surtout à New York ici, on a vu dans les 6 derniers mois surtout, et même bien avant Covid, euh, renaître des nouvelles parce que bon. Euh, si je ne me trompe pas, au début de 2020, le maire a annoncé qu'il allait mettre un nouveau programme je crois, si je ne me trompe pas, 50 000 nouveaux policiers pour, pour 100 000 nouveaux policiers pour contrôler les transports en commun. Donc, euh, le MTA, qui est déjà quelque chose de très, très, très politique ici, au niveau surtout les manières dont les gens sont brutalisés pour, euh, des raisons quand même, pour n'avoir pas payé how do you say, like their swipe, Ibrahim? How do you translate that? Non. Like, genre, euh, donc, les Pour des gens choses sont... futiles, en tout cas. Ouais, Pour des choses futiles, dans tous les ouais, cas. très, très, très futile. Et il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties de la police en train de brutaliser surtout les jeunes. Je crois qu'il y a un jeune qui a même, on a cassé ses pieds. Il y a tellement de trucs qui se passent. Donc, il y a déjà ce sentiment anti-police et ajouté aux autres sentiments anti-police actuellement, surtout dans le cas new-yorkais, qui rendent les choses un peu euh, euh, quand même, Hmm. how do I say this? Uh, En anglais, je peux traduire. On a deux anglophones yeah, ici. it just makes things very, it makes people very angry, right? Ça rend les gens très, très, très fâchés Hmm. et même ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui n'ont jamais été intéressés par la police actuellement utilisent des mots comme abolish the police, right? C'est quelque chose qui vraiment du jamais vu. Like, I've never seen this in my life. Like, des trucs, des gens qui n'ont jamais été politisés, n'ont jamais, qui ne se sont jamais intéressés, actuellement voient
très clairement ces réalités de la violence et l'inhérente violence de la police. Et je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant à voir. Ouais. Ouais, il y a une forme de conscientisation et de politisation de beaucoup de Ouais, personnes sur les de violences. masse, de masse. Et avant de revenir sur ça, je voulais vous demander comment, Barry, comment ça se passe l'organisation de ces protestations? Est-ce que d'ailleurs on peut encore parler d'émeute, c'est-à-dire d'un soulèvement populaire qui est spontané et non organisé? Ou est-ce qu'au contraire on est passé à une autre phase avec une vraie organisation, une vraie coordination? Ouais. Je crois que ça dépend où vous allez, parce que je peux dire à Minneapolis, je crois que c'est quand même très spontané, que les gens se sont levés. Certainement, il y a des organisations en place pour les fonds, comment on dit, bail-out des personnes qui seront arrêtées par la police pendant ces Pour manifestations. payer les personnes. Merci, merci, oui. Et donc je crois que c'est quand même très spontané. Euh, mais je crois que dans des autres villes où c'est peut-être moins organisé, pour des raisons, plusieurs raisons en fait. Je prends pour exemple Louisville, Kentucky, où il y a eu des très, 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 d'où Breonna Taylor, la femme qui a été tuée par la police il y a 2 mois, euh, dont elle est originaire. Donc, je crois que les manifestations sont organisées par Black Lives Matter là-bas. Mais je crois que ça dépend de où vous allez, mais je crois que il y a quand même et aussi à Los Angeles, je crois que c'est très spontané aussi. Ça Ouais. dépend où vous allez en fait. Ça dépend de l'endroit. Alors, je rappelle aux auditeurs qui peuvent poser leurs questions et leurs remarques. Est-ce que Ibrahim ou Norman voulaient répondre là sur les organisations? Est-ce que ça change de forme? Et là, vous venez de me parler de Black Lives Matter. Alors, on me demande, souvent dans les questions, le mouvement Black Lives Matter est-il véritablement financé par George Soros? Ibrahim? Ok. Moi, je vais répondre à cette question. Non, mais tu peux aussi répondre sur l'organisation. Est-ce que tu penses que ça a changé de phase? Et excusez ça. Sur l'organisation, j'ai un peu le même avec Barry. Je pense que même si c'est jamais complètement organisé ou désorganisé, l'organisation, elle commence quand dans un quartier, il y a quelqu'un qui va aller chercher ses potes et qui va dire, faut qu'on y aille, là, il y a un truc qui se passe, faut qu'on y aille parce que c'est important ce qui se passe. Donc, pour moi, l'organisation, elle commence là et en même temps, c'est bien que ce soit aussi, enfin, c'est spontané, c'est une organisation, on va dire, un peu spontanée. Et après, effectivement, comme là, je le dis, il y a des endroits où c'est beaucoup plus organisé, etc. Euh, Concernant George Soros, en fait, quand on dit c'est financé par George Soros, on dit c'est financé par l'Open Society Foundation. Et l'Open Society Foundation, il finance tout, quoi. Finance tous les mouvements sociaux qui existent. On est d'accord avec leur financement ou pas, on est d'accord avec George Soros ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais l'Open, je ne veux pas prendre de haut ou quoi que ce soit, mais l'Open Society Foundation, c'est pas ce grand démon qui existe et qui contrôle le monde. Malgré ce qu'on a dit au sujet de l'Open Society Foundation, à mon sens, je sais que c'est pas une position qui est audible par tout le monde. C'est pas ce grand démon qui contrôle le monde et qui tend à renverser les gouvernements en agitant les situations sociales. Donc, Society Foundation, c'est, je pense, de ce que je comprends du truc, c'est un mec très riche qui a des remords et qui, comme beaucoup de gens très riches qui ont des remords sur la manière dont ils ont fait leur argent, distribue à droite à gauche et essaie de contrôler, et ça c'est mon problème avec l'Open Society Foundation, essaie de contrôler ces mouvements pour qu'à mon sens, ils restent plus cadrés, aussi cadrés que possible. Après, sur Black Lives Matter, je ne sais pas s'ils prennent de l'argent, mais Black Lives Matter, ce n'est pas un mouvement central non plus. Black Lives Matter New York, Black Lives Matter Los Angeles, Black Lives Matter Louisville, là, j'entends. Et ils ont des choix différents, ils font des choses différentes, etc. Mais bon, après, moi, l'Open Society Foundation, qu'elle finance ou pas, pour moi, c'est pas un problème. Oui, il ne faut pas rentrer dans une vision trop machiavélique où à partir du moment où ça peut être financé, ça veut dire que c'est contrôlé obligatoirement et totalement. C'est qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des organisations qui ont besoin d'argent et qui voilà, ils vont puiser là où elles peuvent. Norman, tu veux répondre sur ça et sur l'organisation? Ouais, je pense on peut critiquer Black Lives Matter sans passer par là, si vous voulez. C'est-à-dire que
le problème de Black Lives Matter, parce qu'il y en a des problèmes, c'est pas forcément, comment dire, qu'il soit financé par George Soros et que, je sais pas, George Soros, les pilotes ou quoi que ce soit. Peut-être, ça, c'est un problème dans le rapport à George Soros, c'est déjà qu'ils aient accepté, enfin, plus exactement que George Soros ait choisi de les financer si c'est le cas et que, comment dire, et que leur projet soit compatible. Disons d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils soient entrés dans une logique libérale. Ou plus précisément, et c'est là qu'on peut, à mon avis, véritablement critiquer la chose, c'est-à-dire que les leaders, ou en tout cas les leaders les plus médiatiques de Black Lives Matter, soient complètement entrés dans le giron du Parti républicain et soient rentrés dans une logique, pour parler dans un langage que les Français connaissent bien, qui soient rentrés dans une logique SOS racisme. Qu'ils aient placé au premier plan, enfin qu'ils aient mis d'une certaine façon, que ces leaders aient mis au second plan la question originelle, c'est-à-dire la question des violences faites aux personnes noires, et notamment, puisque c'est violence majoritaire, la violence contre les hommes noirs, pour entrer dans une logique d'une espèce de bouillon de culture féministo, queer, que sais-je, où il fallait mettre un petit peu de tout, il fallait en donner un petit peu à tout le monde, parce que ainsi on perdait, on cassait d'une certaine façon la centralité de la question fondamentale, c'est-à-dire eh bien, que les vies noires comptent et qu'elles comptent par rapport à la violence des policiers et la violence des justiciers autoproclamés qui grouillent dans les États-Unis d'Amérique, et qu'on soit sorti de ça et disons qu'on ait un discours libéral, un petit peu multiculturaliste, un petit peu, comment dire, disons une espèce de discours à la mode, pour le dire tout simplement, qui séduit très bien une certaine aile gauche du parti démocrate, et que tout ça, disons, soit complètement aseptisé et devienne politiquement assez inopérant finalement. Je pense que c'est plutôt ça les critiques qu'on peut faire au devenir, non pas de Black Lives Matter en tant qu'entité, mais disons de ces leaders historiques, médiatiques et charismatiques. Tu voulais ajouter quelque chose, Ibrahim? Non, je voulais juste, mais il a répondu en fait. Je me demandais si c'était, parce que moi, pour le coup, j'en sais pas assez sur l'organisation pour prendre position fermement sur ce qu'ils font, mais de ce que j'ai compris, c'est assez décentralisé, mais je pense qu'il vient d'y répondre en disant que c'est les figures historiques, charismatiques, etc., les figures centrales du mouvement qui sont rentrées dans ce jeu-là, mais c'est peut-être pas les organisations à la base. Après, je sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus, Norman, ou si là, il va ajouter quelque chose là-dessus. Non, bien sûr, non, mais disons, c'est simplement une, comment dire, on voit bien qu'il suffit de regarder le discours de ces personnes-là, de ces personnes-là sur Joe Biden, par exemple, et le bas degré de leur critique du candidat du Parti démocrate actuel, Joe Biden, pour bien voir que ce ne sont pas des personnes qui ont gardé un lien très fort avec le radicalisme noir, tout simplement. Parce que Joe Biden, c'est un suprémaciste blanc. Joe Biden, c'est une personne qui condamne absolument le mouvement actuel. Et voilà, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il supporte Joe Biden et qui en même temps supporte le mouvement actuel pour les vies noires, vous pouvez être sûr que c'est une personne qui a un problème de cohérence, à mon avis. Bah oui. Rap, tu veux réagir? Remets ton micro. D'ailleurs, je vous signale les trois. Si vous voulez réagir aussi, que je ne vous sape pas, en bas à gauche de votre écran, vous cliquez dessus, je saurai que vous voulez intervenir. Vas-y, Barry. Vous m'entendez? Ouais. Très bien, ok. Oui, donc je suis un peu d'accord, mais je crois que le mouvement Black Lives Matter a été quand même, how do I say this in English if you can translate, Ibrahim's kind of assimilated themselves into like the liberal kind of world, right? And like understanding how that works, in particular, how, again, they're not very critical of the Democratic Party, and actually, a lot of them literally align with the Democratic Party. I also think that it's very important to understand how people, how there is a difference between the phrase, the literal like phrase that has become popularized, Black Lives Matter, and the movement, and also the different, like there's no head anymore, right? But like the different ways in which different chapters organize themselves, because if you look at it, there are some chapters that are, for example, abolitionists. They're like completely abolitionist chapters. There are some chapters that are a part of the Democratic Party, or like have been assimilated by the Democratic Party. So I think there is a little bit of a difference. Non, normalement ça va. En gros, ce que là dit, c'est que
oui, effectivement, il est d'accord avec Norman que le mouvement Black Lives Matter a été assimilé en tant que mouvement global aux États-Unis par le Parti démocrate, qui s'aligne sur les politiques du Parti démocrate. Donc, à côté de ça, il faut aussi faire la différence entre le mouvement Black Lives Matter et la phrase Black Lives Matter, les vies noires comptent, qui est appropriée par plein de gens, utilisée par plein de gens et qui a quand même encore une force et du sens. Et il faut aussi faire attention au fait qu'il y a plusieurs chapitres de Black Lives Matter et que certains sont alignés sur les politiques du Parti démocrate, mais que d'autres sont alignés sur des idées radicales, abolition de la police, de la prison, etc. Donc voilà. And also, one last thing is also to understand that, for example, like the example of Louisville that I just said, there are cities where Black Lives Matter is the only activist organization that is present, right? And there are other cities, for example, like Minneapolis, where Black Lives Matter, personally, I don't want to get in trouble, but is not like a super, super radical because there are many organizations, right? So there's a little bit of a difference, like when, yeah. Donc, il ajoute que ça dépend en fait des villes où Black Lives Matter c'est l'organisation principale majoritaire. Il y a d'autres villes où c'est une organisation parmi d'autres et ça va aussi définir parfois leur radicalité. Si je peux ajouter un truc là-dessus moi-même, à New York, c'était intéressant de voir que la tête du mouvement Black Lives Matter de New York était, et Norman le disait plus tôt, avait rendu visite, du coup, était venu en visite à Paris. L'organisation que j'avais choisi de contacter, ou peut-être que c'est cette organisation qui l'avait contacté et qui s'est fait piéger, mais ils avaient décidé d'aller rendre visite à SOS Racisme, prendre des photos avec SOS Racisme, etc. C'était assez compliqué pour le coup. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites tous les deux. Alors, en parlant des figures sur l'antiracisme aux États-Unis, il y a des questions des auditeurs et c'est en lien avec Colin Kaepernick qui avait mis le genou à terre pour lutter contre le racisme. Et on demande dans les questions, je n'ai pas compris cette posture de génuflexion qu'on a vue un peu partout sur les réseaux. Comment l'expliquez-vous? Normalement, se mettre à genoux, c'est plutôt un acte de soumission, non? Quelque chose me dérange, mais je ne parviens pas à la définir. Et il y a quelqu'un d'autre qui rajoute, oui, je voulais aussi poser la même question. Elle voulait aussi parler de la scène des policiers qui se sont mis à genoux en mimant cette scène. Norman, je pense que c'est une question qui peut t'intéresser là sur le. Si. Ouais. Bon, je pense, disons, c'est contextuel, la génuflexion de Kaepernick, puisque si vous vous souvenez, c'était quelque chose qu'il a inventé, disons, dans un contexte spécial qui était celui des matchs de football américain, et où il s'agissait de faire une aide d'honneur quand retentissait l'hymne. Quand retentissait l'hymne américain, et où, comme vous le savez, il est traditionnel, exactement comme au football européen, au soccer, il est de bon ton de se tenir au garde à vous, de mimer une espèce de garde à vous quand retentit cet hymne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour montrer sa différence d'avec ses coéquipiers qui se tenaient au garde à vous, il a posé le genou à terre. C'était une manière de bien montrer qu'il ne participait pas de ce garde à vous à l'hymne américain parce que, à cause de l'histoire négrophobe, coloniale, de colonialisme de peuplement de cette nation et ce que représente cet hymne. Donc c'est à cause de ça, c'est pour avoir cette image graphique qu'il s'est mis le genou à terre pour bien montrer qu'il ne se lève pas quand retentit l'hymne de ce pays. Et alors évidemment, après, on a pu projeter un tas de symboles là-dessus. Et effectivement, avec le geste de ce policier, si vous voulez, ça prend un sens assez étrange. Et effectivement, il est bizarre de voir des policiers reproduire ce geste-là, qui est devenu un geste assassin, qui est devenu le geste du meurtrier. Et effectivement, c'est extrêmement troublant de voir des policiers se désolidariser de leurs collègues meurtriers en reproduisant le geste meurtrier lui-même. Et effectivement, je pense que ça brouille le message et je pense que, ma foi, de toute façon, la solidarité des policiers eux-mêmes, politiquement, dans ce contexte-là, dans le contexte du racisme de la nation américaine, n'a véritablement pas beaucoup
de valeurs. Je pense que la figure du gentil policier n'est pas une figure politique dont nous avons besoin maintenant. Alors, pour revenir sur les manifestations ou les émeutes, j'ai l'impression, mais c'est peut-être juste une impression, quand on voit les images d'ici en France, qu'il y a un nombre non négligeable de blancs dans les manifestations, qui est un nombre grandissant d'alliés à la cause antiraciste. Est-ce que déjà, c'est une impression ou c'est réellement le cas? Et si c'est réellement le cas, comment vous expliquez cela? Euh, Toujours moi? Je peux commencer Vas-y, bah vas-y, Norman. je tiens le crachoir, c'est pas grave. En tout cas, à Philadelphie, vu le nez, avec le doigt mouillé, il y en avait beaucoup, effectivement. Je pense que c'était 50-50. C'était, comment dire, comme la ville, en fait. La ville, c'est, je crois, 45% de noirs, 45% de blancs et 10% de people of color, divers et variés, quoi. Des Latinx, des Asiatiques, blabla. Donc, je pense que la manifestation était à l'image de la ville. Après, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de blancs? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Et notamment, il y avait pas mal d'organisations radicales, majoritairement blanches, dont on voyait flotter les bannières, dont on voyait, disons, les activistes dans les cortèges. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Une raison majoritaire, ce qui explique la présence, non pas des blancs en général, mais disons de l'extrême gauche blanche, des radicaux blancs, comme on les appelle ici, c'est que historiquement, aux États-Unis, pour le dire vite et pour le dire simplement, il n'y a qu'une classe révolutionnaire, c'est la classe prolétaire noire. Et dans une certaine mesure également un petit peu à la marge les autres personnes non blanches. Mais historiquement, la classe révolutionnaire fondamentale dans cette nation, ce sont les Noirs. Et les organisations blanches, pour être révolutionnaires, la seule chose qu'elles peuvent faire, elles n'ont pas beaucoup de choix, si vous voulez. Historiquement, si vous pensez aux grands mouvements radicaux à travers l'histoire des États-Unis, ce sont quasiment toujours les mouvements noirs, depuis l'abolitionnisme jusqu'au mouvement des Black Muslims, jusqu'au mouvement comment dire, de la Black Liberation Army, des Black Power, Black Panther Party, tout ce que vous voulez. Là, le fondement du radicalisme états-unien, c'est le radicalisme noir. Vous n'en sortez pas. Et donc les Blancs n'ont d'autre choix que de se brancher sur ce radicalisme-là. C'est-à-dire, des commissariats brûlés, vous n'en verrez jamais hors du mouvement noir, hors de l'orbite du mouvement noir. Des événements révolutionnaires, vous n'en verrez pas aux États-Unis hors de l'orbite du mouvement noir. C'est quelque chose qui a été déjà théorisé dans les années 80 par les Mao non blancs comme Jay Sakai dans son bouquin Settlers. La classe révolutionnaire aux États-Unis, c'est la classe non blanche. Point final. Si vous voulez sortir de ça et que vous êtes blanc, les blancs, il utilise l'expression qu'il emprunte, je crois, à Engels, c'est l'aristocratie du travail aux États-Unis. C'est l'aristocratie du travail, c'est l'aristocratie ouvrière. Ce sont des privilégiés par rapport aux véritables prolétaires, selon cette théorie, qui sont les non-blancs. Ça, historiquement, à mon avis, ce n'est pas quelque chose de contestable si vous regardez l'histoire politique, l'histoire des partis, l'histoire des orgas aux États-Unis. Alors c'est normal que les Blancs, qui se considèrent comme des révolutionnaires, qui se considèrent comme des personnes d'extrême gauche, sincères ou pas, ils n'ont pas d'autre choix que de venir se brancher sur ces luttes-là. Le problème, c'est que parfois, ils le font en amenant leur propre slogan, en amenant leur propre programme, en amenant leur propre agenda et en tentant de phagocyter le mouvement pour les vies noires en servant une soupe, une tambouille marxiste, classique, colorblind, qui est insupportable et qui est absolument aveugle aux enjeux que nous voyons ici. Donc moi, je pense que le geste politique qui a fait ses preuves, ou en tout cas, même si voilà, on n'est pas encore dans une situation, mais qui historiquement marche, c'est les Blancs sont bienvenus, mais ne venez pas nous servir votre soupe, parce qu'on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. C'est comment dire, c'est un véritable vampirisme de cette classe révolutionnaire qui est historiquement aux États-Unis le prolétariat noir. Bah oui. Est-ce que toi aussi tu notes une forte présence des Blancs et comment tu peux l'expliquer? N'oublie pas de remettre ton micro. Donc, oui, dans mon expérience, surtout à Minneapolis, là où j'ai fait la majorité de mon activisme, Minneapolis est une ville très, très, très blanche, en fait. Et donc, mais ce que je remarque, en fait, c'est que, surtout actuellement, c'est que pendant la journée, quand c'est genre safe, on voit beaucoup de blancs, en fait. Quand pendant la journée, quand
quand les policiers ne tirent pas, quand les policiers ne jettent pas, ne lancent pas des gaz lacrymogènes, etc. Et quand les suprémacistes blancs, les milices blancs ne sont pas en train de patrouiller la ville, avec leurs armes, etc. Tout va bien, les gens sortent avec leurs enfants, etc., etc. Mais la nuit, quand c'est dur, c'est là où c'est quand même difficile de voir les blancs. Franchement, ce que j'ai remarqué, hein, c'est, euh, parce qu'on voit, dans le cas du Minneapolis, parce que je ne connais pas trop de New York, mais on voit les autres villes, je crois, on a vu à Kentucky, à Louisville, quand les Blancs ont formé une chaîne humaine euh, pour protéger les manifestants noirs. Je crois que ça dépend franchement de l'histoire aussi de la ville et de la manière dont la ville est organisée politiquement. Je ne sais pas si je dis ça correctement. Par exemple, à Minneapolis, c'est une ville très, très, très libérale. Donc, leurs politiques sont libérales et la manière dont ils, euh, comment on dit, the ways in which they interact with black people and also black, désolé, je fais du franglais actuellement, but ways they On adore. interact like black people and black lives, also in regression in understanding the segregation of the city and the class disparities of the city. I think that shows because I think that there are well-intentioned white people that go out, right? But also when it comes to actually physically protecting like black and brown, but particularly black protesters, I think that's a little bit harder to see, frankly, of what I've noticed. And that's like a case that has repeated itself multiple times. And if you want, yeah, please translate that. No, yeah. Je compte sur toi, Ibrahim. J'ai manqué un peu le début. Tu parlais de Minneapolis? Yes. I was just saying, c'est une ville très ségrégée. C'est une ville très ségrégée avec des populations blanches qui sont très majoritaires et ce sont des libéraux blancs. Si je me souviens, on les voit le jour et pas la nuit, si je me souviens bien. Ouais. Mais il y en a qui viennent. Yeah. Et donc on le voit dans la manière dans la manière dont ils sont assez présents pendant la journée quand c'est safe. Mais la nuit, quand ça devient tendu, ils s'éloignent de la chaleur. Ouais. Et donc, et puis on voyait ça en 2016 quand la police de Minneapolis a tué Jamar Clark, qui a quand même engendré des comment on dit, émeutes à Minneapolis aussi. Et quand on a fait une occupation de 2 semaines, qui a duré 2 semaines du commissariat de North Minneapolis, qui est la partie de la ville, je crois, la plus pauvre, en fait, mais la plus policed, comment on dit ça? Like, la plus policée. Yeah. La plus donc, contrôlée. Contrôlée, oui. Ouais. Et donc, qui est considéré comme par la majorité de la ville comme pas safe. Et donc, pendant la journée, ouais, beaucoup. Les gens sortent en masse, c'est très bon. Mais quand la chaleur vient, c'est très, très, très difficile de les voir, franchement. Effectivement. C'est ce que j'ai remarqué. Ibrahim, alors toi, tu as le privilège, je voulais te rajouter une question qui est parmi les auditeurs, toujours sur le rôle des Blancs, mais il y a aussi une question que je trouve intéressante, c'est qu'il y a un auditeur, Princesse du Liban, qui nous dit, on imagine que les violences racistes aux USA ciblent aussi les Latinos. Comment expliquez-vous qu'on entend très peu cette communauté dans les soulèvements afro-américains contre le racisme états-unien? Qu'est-ce qui, dans la structure sociale et politique américaine, pourrait expliquer cela? Bon, une question simple. Simple. Complètement simple. Non, mais je pense que je vais avoir besoin de l'aide de Lai et de Norman là-dessus, mais je vais essayer de répondre avec les connaissances que j'ai de ces communautés et de comment les relations entre ces communautés fonctionnent et de leur rapport aussi à la police. Alors déjà, sur la question des Blancs dans les villes, je pense que c'est important aussi d'appuyer sur ce qu'a dit Lai sur ça dépend des villes. Parce qu'il y a des villes aussi où j'ai la cousine de ma femme qui a organisé une petite manif dans sa ville, dans l'Indiana.
C'est une ville où il y a, qui est très ségrégée, où il y a, je dirais peut-être, de ce que j'ai compris, 40%, 30% de Noirs. Le reste, c'est des Blancs, mais ce n'est pas des Blancs libéraux, c'est un peu des Blancs conservateurs. Et là, par contre, le mouvement de protestation, c'était quasiment que des personnes noires. Et ça, je pense que ça pose problème à un niveau aussi, mais ça pose problème en général aux États-Unis. C'est que dans un moment où les Noirs sont plus touchés par le Covid et également en meurent plus, donc plus fragiles, ces corps-là qui doivent aller mener, comme disait, parce que c'est les corps révolutionnaires, comme le disait Norman, qui doivent aller mener le combat et qui se mettent donc en danger. Donc moi, j'ai peur que ça se traduise par encore plus de morts dans ces communautés-là. Et ça, c'est un point qui est compliqué, parce qu'en même temps, il y a un besoin de se soulever contre ce qui se passe. Et en même temps, il y a cette peur de voir les communautés encore plus affectées par le virus et encore plus affectées par les décès qu'il provoque. Sur la question des Latinx, Latina, Latino, c'est que, enfin, bref, on va pas rentrer dans le débat pour le mot Latinx, mais c'est intéressant, à mon sens, de comprendre qu'il y a déjà des Noirs qui sont latinos, qui sont latina, afro-latina, afro-latino, qui s'identifient comme noirs. Du coup, de ne pas entendre les latinos, c'est parfois d'invisibiliser les afro-latinos qui sont dans ce mouvement et qui sont noirs. Après, parmi les latinos, il y a aussi des blancs, et des blancs très conservateurs, qui votent à droite, qui votent des blancs comme Ted Cruz, par exemple, qui était candidat à l'élection de 2016 côté républicain. Il y a des blancs en Floride, beaucoup pointent du doigt les Cubains, mais ce n'est pas que les Cubains, des blancs latinos qui sont très à droite du spectre politique. Et pour moi, il y a une troisième chose que j'ai entendue, c'était un ami à moi qui est prof à NYU à Loncondani, qui me le disait, et je crois qu'il avait entendu ça ailleurs. On parlait de la France et des États-Unis, de la différence entre la France et les États-Unis. Pourquoi aux États-Unis, il y avait, en France, quand on parle de violence policière, il y a les corps noirs, et qu'il y a aussi les corps, arabes. Mais aux États-Unis, quand on regarde les statistiques, oui, les corps latinos sont harcelés, etc., en particulier quand ils sont afro-latinos, mais il y a une concentration quand même sur les noirs, et on oublie souvent les natifs américains aussi, même s'ils sont moins représentés. Et en fait, il expliquait ça par le fait que les noirs et les natifs américains, c'est les populations aux États-Unis qui posent un problème au mythe fondateur. En France, il y a les Arabes et les musulmans aussi, parce que ça pose un problème au mythe fondateur français, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais le mythe fondateur aux États-Unis, c'est un pays d'immigration. Sauf que les natifs américains, qui étaient les habitants, les primo-habitants, les habitants indigènes de ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis, et les Noirs américains, dont beaucoup ont été amenés, ont été déportés aux États-Unis pour être réduits en esclavage, ne rentrent pas dans ce mythe de l'immigration aux États-Unis. Et donc, ça pose un problème violent à ce mythe de l'immigration, de cette terre d'immigration, American Dream, etc. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a une concentration de cette violence vers les populations noires. Ça ne veut pas dire que les populations latino ont la belle vie. Les immigrants latinos, latinas traversent des choses extrêmement difficiles. La police à New York, quand la politique des stop and frisk était encore l'outil majeur du contrôle à New York, et c'est encore un des outils du contrôle à New York, mais c'est plus l'outil majeur à mon sens, quand la politique des stop and frisk, du coup des arrestations, des interpellations et fouilles à New York étaient mises en place, il y avait beaucoup de Noirs, mais il y avait aussi beaucoup de Latinos, donc ils sont quand même ciblés par ce genre de politique. Ouais. Je pense qu'il y a une différence quand même entre ces communautés-là, les communautés asiatiques, les communautés arabes, nord-africaines, etc., et les corps noirs aux États-Unis qui vraiment sont au centre de ce désir de contrôle racial qui définit cette société. Alors, on va dépasser un peu, je suis désolé, on va dépasser un peu d'une quinzaine de minutes. Je vous demanderai, parce que j'ai encore deux questions que je pense qui sont importantes à poser avant la conclusion finale, donc je vous demanderai d'être un peu plus court dans vos réponses. Là, j'allais vous demander quel lien on peut faire avec la France, et justement dans les questions des auditeurs, on me dit le 25 mai, George Floyd est mort aux USA, asphyxié par la police. 4 jours plus tard, en France, une énième expertise a disculpé les gendarmes français dans la mort d'Adama Traoré, asphyxié lui aussi.
Quel lien vous faites entre ces deux événements d'hommes noirs morts asphyxiés par les forces de l'ordre dans deux pays pourtant si différents, USA et la France? Norman? Deux pays si différents. Ils sont différents, mais ils sont aussi très semblables. Ils sont différents dans Oui. le sens où, effectivement, les États-Unis, comment dire, c'est une colonie de peuplement, ce que la France n'est pas. Mais ils sont similaires dans le sens où ce sont deux pays esclavagistes, où ce sont deux empires, où ce sont deux pays négrophobes, où ce sont deux pays racistes. Donc il y a quand même beaucoup de similarités également. Et effectivement, la négrophobie, c'est un langage que l'ensemble comment dire, du Nord global parle, et même une partie du Sud global. Il ne faut pas oublier que ce sont les Européens qui ont appris ce langage aux États-Unis. Hein. À l'époque de l'esclavage, on n'était encore que dans une colonie britannique en Amérique du Nord. On était dans un ensemble de colonies britanniques. Cette négrophobie-là, c'est ce pays qui l'a inventé. C'est la France qui l'a inventé. On a inventé le langage avec le Portugal, avec l'Espagne, avec la Grande-Bretagne, mais c'est nous qui l'avons inventé. Les États-Unis sont un produit, sont un fils de l'Europe, comme le disait très clairement Franz Fanon. Donc c'est absolument pas étonnant que les mêmes méthodes soient appliquées. C'est absolument pas étonnant qu'on ait le même rapport aux policiers. C'est absolument pas étonnant qu'on ait d'une certaine façon le même langage qui soit employé à l'égard des Noirs, que ce soit les mêmes techniques de disculpation pour la police raciste, etc., etc., etc. On est dans une même trajectoire historique, en réalité. On a un même imaginaire. Il n'y a rien de ce qu'un discours que pourrait prononcer un raciste aux États-Unis, de ce que pourrait prononcer un flic aux États-Unis, de ce que pourrait prononcer un Trump, de ce que pourrait prononcer un libéral américain, rien de tout cet ensemble de discours négrophiles du côté des libéraux, de discours négrophobes du côté de la droite aux États-Unis, rien de tout cela qui pourrait sembler exotique à une oreille française, familière du racisme. Ce sont les mêmes tropes, c'est la même image du noir violent, brutal, grosse bite, impossible de le contrôler, qu'il faut maîtriser, il faut mettre plusieurs flics sur son dos, sinon il va se lever parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, ils courent plus vite, blablabla. C'est exactement la même monnaie qui transite d'un pays à l'autre. La même monnaie, les mêmes tropes, les mêmes images, les mêmes métaphores, les mêmes représentations. Il n'y a pas d'exotisme de ce point de vue-là. Donc c'est normal qu'on aboutisse à la même chose. Le racisme est le même, il ne se manifeste pas de la même manière, mais c'est la même négrophobie. C'est le même type de rapport au désir, à la pulsion, au sentiment, et ce sont également les mêmes types d'intérêts politiques, puisqu'on est dans le cas de deux pays capitalistes avec une ségrégation spatiale, raciale, etc., etc. Donc on a les mêmes intérêts, on a la même histoire, on a les mêmes images, on a les mêmes désirs. On n'a pas la même structuration sociale exactement, mais il y a beaucoup de points communs. Ibrahim? Rien à ajouter sur ce que Norman a dit sur le fait que ce soit une situation extrêmement similaire quand on regarde comment dire, la construction du racisme, en particulier du racisme anti-noir, la négrophobie. Un truc que j'ajouterais sur la police en soi, en tant qu'institution, c'est qu'aux États-Unis, on la remonte souvent aux slave patrols, donc du coup les patrouilles qui arrêtaient les esclaves pour leur demander leur passe, en fait, leur papier d'identité. Hein. C'est de là d'où viennent les papiers d'identité qu'on a aujourd'hui et qu'on nous demande. À la base, c'était les slave patrol pass. En France, on remonte ça plutôt aux mouches. Donc, le service de surveillance 18e siècle, etc. Service de surveillance royale qui s'assurait qu'il n'y ait pas de mouvement révolutionnaire, qui a échoué d'ailleurs de ce point de vue-là. Ouais. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre complètement. C'est les deux. Et les services de police continuent de s'informer. Et à l'époque, déjà, les services de police, ou en tout cas, on ne les appelait pas toujours des services de police, loin de là, mais les instruments de contrôle s'informaient les uns les autres sur les méthodes de torture, sur les méthodes de flicage, sur les méthodes de contrôle en général, avec les lois lanternes en France, où les gens devaient se déplacer dans les rues la nuit, parfois avec une lanterne,
au risque de se faire arrêter, parce qu'il fallait se montrer, qui sont aussi implémentés à New York et qui visent principalement les populations noires et natives américaines. Ils doivent se déplacer la nuit avec une lanterne, non pas parce qu'elles vont trébucher, mais parce qu'il faut pouvoir les identifier la nuit, en particulier les Noirs, parce qu'on considère que les Noirs, on ne les voit pas bien la nuit. Donc c'est des services de police en tout cas des instruments de contrôle qui discutent les uns avec les autres, qui se construisent les uns avec les autres. Et c'est normal de voir la technique du plaquage ventral aux États-Unis et en France, et de voir qu'elle est utilisée sur les mêmes corps qui, comme Norman le disait, sont vus comme des corps surpuissants. Barry, je ne sais pas si tu suis un peu ce qui se passe en France. Est-ce que tu as un avis sur le lien le lien entre les États-Unis et France ou pas du tout? En sachant qu'il faut que tu rebranches ton micro, que tu réactives ton. Ouais. On le fait tous. Ouais. Donc, ouais. Franchement, oui, je suis ce qui se passe en France, mais je n'ai pas trop à rajouter parce que je crois que les deux intervenants ont tout parfaitement résumé, quoi. D'accord. Alors, je vais poser cette question à Norman parce qu'il réagit sur ça et après, je vous propose qu'on fasse la conclusion tous les trois. Norman, il y a un débat qui se passe en France, je ne sais pas s'il est aussi aux États-Unis, et qui porte sur les images de l'assassinat de George Floyd. Alors, il y a certains qui vont dire qu'il faut les montrer pour que les gens puissent voir clairement la violence des policiers et l'horreur que subissent les Noirs, tandis que d'autres disent qu'il n'y a pas besoin de ça et que c'est du voyeurisme morbide. Et il y en a même certains qui vont remettre en cause le concept de dignité. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, attends, avant que tu répondes, Barry. Ouais, c'est bon, super, Barry. Vas-y, Norman. Ouais. Je pense que c'est une très bonne chose que les médias diffusent cette vidéo. Je pense que c'est leur rôle. Ils sont dans leur fonction. Et je pense que c'est d'un intérêt démocratique très vif que de diffuser cette vidéo à la télévision, dans les médias locaux de Minneapolis et dans les médias nationaux pour informer. Et je pense que dans le contexte actuel des États-Unis, c'est une véritable information, c'est-à-dire que c'est un exemple qui est représentatif du fonctionnement de la police états-unienne et que c'est une très bonne information à diffuser. Après, en ce qui concerne, c'est-à-dire que les médias, c'est une bonne chose qu'ils le fassent. Après, quant à la manière dont les particuliers réagissent, dont les militants réagissent, je pense qu'il y a une très étrange gourmandise dans la diffusion sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur les comptes personnels des gens, de cette vidéo. Et il est étonnant de voir à quel point les personnes ne regardent pas simplement ça pour s'informer, puisque ces vidéos atteignent très régulièrement des millions et des millions de vues. Ça devient véritablement des sensations, des phénomènes YouTube. Et il faut bien se rendre compte que lorsqu'on regarde ça, on n'est pas toujours en train de s'informer. Il faut bien se rendre compte qu'on est en train de regarder ce qu'on appelle un snuff movie. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte qu'on est en train de regarder un film une mise à mort de quelqu'un qui devient un objet de divertissement à partir du moment où il est répliqué à l'infini à ce point-là. La mort noire aux États-Unis devient un objet de divertissement que les gens regardent, contemplent, etc. J'ai vu beaucoup de gens dans les manifestations, j'ai entendu beaucoup de gens dire « j'ai pleuré devant cette vidéo » et il est certain que cette vidéo a mobilisé les gens pour venir. C'est indubitable. C'est indubitable. Mais en même temps, je pense qu'il faut s'interroger sur le manque de pudeur, effectivement, le manque de dignité à diffuser cette vidéo à la légère et de la manière dont on la considère. Effectivement, si on en vient à remettre en cause le concept même de dignité, qui est pas un concept auquel je suis attaché, non pas parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais j'ai écrit un bouquin là-dessus parce que c'est un concept central de l'histoire de la politique noire en Afrique, en Amérique du Nord, dans les mouvements européens, chez les intellectuels, etc. C'est un concept fondamental de notre histoire. C'est un concept. Alors, les personnes qui considèrent que c'est un concept sans intérêt, eh bien, ma foi, ce sont des personnes qui pensent venir faire la leçon à 400 ans d'histoire de politique radicale noire. Nous n'avons pas besoin de ce genre de leçon, surtout quand elle est de personnes blanches dont, l'impact politique sur la communauté est absolument inexistant. Donc, je pense que cette question de la dignité des personnes noires, la dignité de l'image et la dignité du corps noir est absolument fondamentale. Il ne s'agit pas de censurer ou de cacher ces images,
mais il s'agit simplement de se rendre bien compte qu'il n'y a aucune mission à diffuser ces images à grande échelle dans les réseaux militants, car les militants de la cause noire et les militants de la cause antiraciste en général connaissent ces images très, très, très bien. Il n'y a pas besoin de voir celle-ci en particulier. On sait depuis longtemps ce qui se passe. On devrait parler plutôt que de cultiver une sidération devant des images. Et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui, et c'est très, très, très bien. Alors, pour terminer, on va faire la conclusion chacun. On a l'impression que les choses ne changent pas. Surtout pour les Noirs qui restent au plus bas de l'échelle sociale, qui sont parqués dans des taudis, dans la pauvreté, qui sont tués par la police, etc. Est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il est possible encore d'améliorer le sort des Noirs aux États-Unis? Ou est-ce que les États-Unis, qui se sont fondés grâce à une politique raciste, l'esclavage des Noirs et le massacre des Amérindiens, peut parvenir à se débarrasser de ce racisme qui la structure? Pour résumer, c'est un peu la question que posaient les auditeurs qui demandaient est-ce que les invités sont optimistes ou pessimistes sur le futur? On commence par toi, Paris. Oui, franchement, je suis optimiste et c'est bon, c'est un point de vue que j'ai développé il y a 2 jours, franchement, parce que je n'étais pas optimiste, mais je crois franchement que avec ce mouvement, I'm going to say it in English because I think that'll be better and more D'accord, close. et Ibrahim fera la traduction. Vas-y. Ouais, merci. I think that it's very, very difficult to see. When you watch your own city being burned and also people burning down a police station, it's a police station that I grew up 6 blocks from, and I never in my life thought that I would see in any protest setting it would be burned down. And I think that when you see businesses like local businesses owned by like immigrants and people of color also being incinerated, and within 12 hours you have like everyone that comes in crowd funds and everyone that comes in puts money in to rebuild, and people I think that Minneapolis, but also a lot of other cities have kind of started to see that they are able to police themselves and that they're able to envision a world without police. And I don't think that was possible before. I've never felt that before in any type of movement, in any type of situation. I've always been optimistic to the sense of like understanding this will raise more awareness. Some people who are not angry will be angry. Some people who are not politicized will be politicized. And I think that's good. But if I'm going to Jesse, Brian, please let me know. But I think that this particular movement, I've never seen a situation where people are policing themselves, like in my like community, right? Outside of like communities who regularly do not depend on police, which is a different conversation. But I think that that's brilliant. I also think that it's important to understand that people people know how to cultivate community, and people are also inherently anti-capitalist, right? Like they're socialized to be otherwise, right? People are inherently mutual aid. I think COVID is something that really forced people to understand that they literally do need each other, and that Ubuntu is real, but not in the co-opted, Nelson, whatever. Not that form of Ubuntu, but real Ubuntu is actually something that is is starting to be built. So I think that however this movement ends, I think that it's something that built a foundation. And I think like people who are for the first time, again, even reformists, right? People who initially were activists for the complete reform of the police are now like abolish. That's never happened before in any situation that I've ever seen. So. Eh bien, bonne chance, Ibrahim. Ok. Ça va être un peu résumé. Résumé. Alors, d'abord, je traduis. J'étais pas optimiste il y a quelques jours, mais j'ai commencé à développer un nouvel optimisme il y a quelques jours parce que j'ai vu des choses brûler près de chez moi. Le commissariat de police à 6 pâtés de maison de chez moi
à brûler. J'aurais jamais imaginé voir ça dans le contexte de quelques manifestations que ce soit. Il y a aussi plein de petits commerces qui ont brûlé et des commerces qui sont comment dire, en possession ou qui sont gérés par des personnes racisées. Et en fait, ce qu'il a vu derrière ça, c'est le mouvement de solidarité de la communauté vers ces commerces qui ont été brûlés, qui ont été endommagés, etc. Mouvement de solidarité de la communauté qui, en fait, se tourne vers elle-même et essaie de prendre soin d'elle-même et même se police elle-même, entre guillemets, même si c'est pas... et il ne parle pas là des communautés qui travaillent avec la police pour se policer elles-mêmes avec les méthodes de la police, mais d'une autre forme de police, entre guillemets, une police qui réellement sert, protège, etc. Là, j'ajoute un peu pour aider à la compréhension, mais j'espère que ça va. Et du coup, c'est vraiment un truc qui lui a redonné de l'optimisme, etc. Et il était optimiste. Donc là, il était optimiste sur la question de la politisation des gens par ce mouvement, etc. Mais là, il pense qu'il y a quelque chose de plus, que ça a créé une base pour créer un véritable Ubuntu, je crois qu'il disait. Donc une véritable communauté qui puisse se gérer elle-même et qui puisse comprendre en gérant elle-même qu'au final, on n'a pas besoin de ces institutions, et en particulier, on n'a pas besoin de la police pour assurer la sécurité dans les quartiers. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ton point. Et ben, profite-en pour faire ta petite conclusion à toi. J'ai pas beaucoup plus à dire à part que c'est à peu près ce que je voulais dire, à part que la réforme, en fait, ce que prouve ce qui s'est passé à Minneapolis, si j'ai bien compris, c'est que la réforme ne marche pas. Parce que le département de police a investi massivement dans la réforme de la police, réforme libérale de la police, programme où ça joue au basket avec les jeunes, programme où ça ramène les jeunes pour jouer au baseball, programme où on va accompagner les jeunes à l'école et on leur parle en même temps, programme où on donne de l'argent dans les communautés pour gérer les questions de domestic violence, comment dire, de violence conjugale, etc. Au final, dans ces programmes-là, pour moi, c'est toujours problématique parce que c'est la police qui gère, c'est la police qui définit comment les programmes vont être faits, c'est la police qui décide comment le programme va fonctionner, c'est la police qui donne sa propre propagande à ces jeunes. Et du coup, pour moi, la réforme, ça fait longtemps que je pensais qu'elle ne fonctionnait pas. Et là, c'est la preuve par A plus B qu'on a beau investir dans ces réformes, etc., ça ne marche pas. Et je pense qu'effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'une réforme, il y a besoin d'abolir cette police. Et la police, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas là pour protéger les individus, pour assurer leur sécurité, pour les aider, quelque chose qui est là pour protéger l'ordre établi. L'ordre capitaliste, bien sûr, mais c'est aussi l'ordre racial. Et du coup, une fois qu'on a compris ça, on va comprendre que oui, il faut abolir la police, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus à abolir derrière. C'est véritablement l'État moderne et l'État moderne américain. Il y avait Cornel West qui passait dans une interview il y a quelques jours et qui disait un truc intéressant. Il dit souvent des trucs très intéressants. Je l'aime beaucoup, ce gars, il est génial. Amazing thinker. Et il disait l'Amérique est une expérience sociale ratée. Quand l'expérience sociale est ratée, à un moment donné, il faut l'éjecter et il faut passer à autre chose. Je pense que l'Amérique qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'État moderne américain, c'est quelque chose qu'il faut, états-unien, c'est quelque chose qu'il faut éjecter complètement. Avec nous, la modernité occidentale. Ça, c'est, oui, bien sûr. Pour terminer, Norman, tu auras le mot de la fin. Oh, quel honneur. Ben, je peux répondre à ta question avec un petit trait d'esprit. Disons que je suis optimiste, et je suis optimiste quant à la montée du pessimisme chez les jeunes. Parce que ce que je vois chez ces manifestants, c'est que c'est énormément de jeunes. En tout cas, à Philadelphie, c'est énormément de jeunes, des personnes de moins de 20 ans. C'est véritablement un renouvellement des jeunes qui se politisent avec ce mouvement-là. Et on voit la radicalité de leurs actions. On voit ces édifices publics de l'État répressif qui brûlent. Et je pense que c'est un très bon signe. Évidemment, ce n'est pas demain, aujourd'hui, suite à ces manifestations, que les choses vont changer radicalement. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie d'une politisation extrêmement radicale, extrêmement révolutionnaire. On comprend qu'il faut véritablement brûler ces institutions et qu'il n'en reste, pour paraphraser, pour métaphoriser un petit peu ce que Ibrahim vient de dire. C'est-à-dire que la réforme ne marche pas, l'intégration ne marche pas, et donc on commence à se politiser d'une nouvelle manière, on commence à se politiser d'une manière radicale avec effectivement une montée de l'abolition
avec véritablement une montée d'une sorte, faut bien l'appeler, oui, de pessimisme, même de nihilisme, en tout cas par rapport à ce que représente américain, ce que représente ce que cette liberté américaine peut offrir. Et quand on regarde rétrospectivement l'histoire des Africains américains au cours des derniers siècles, on voit très bien que leur situation en termes d'inégalité n'a fait qu'empirer. On voit très bien que les petits efforts qui ont été faits lors de la reconstruction après l'abolition de l'esclavage ont été complètement démolis au XXe siècle. Dans les personnes qui ont réussi à obtenir quelques terres en travaillant, etc., eh ben, ils ont été expropriés de leurs terres tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, les personnes noires aux États-Unis possèdent moins de 1% des terres agricoles, alors qu'ils représentent 13% de la population. Et on pourrait citer une quantité phénoménale d'exemples qui montrent que la situation des Noirs n'a fait que s'aggraver au cours des dernières années. Alors, effectivement, on se rend bien compte que ce n'est pas la réforme qui va marcher, c'est l'intégration qui va marcher pour ces personnes-là. Continuent à se faire tuer, continuent à mourir en masse suite à la Covid-19 et tous les autres phénomènes dont on a pu parler. Donc, effectivement, il faut reboot. Il faut complètement démolir ce truc, complètement finir avec cette merde et faire quelque chose d'autre. Il n'y a littéralement, je dis bien littéralement, aucune autre solution imaginable. C'est-à-dire qu'il n'y a, à part tout démolir et tout reconstruire, je veux dire, c'est complètement, ça a l'air très bête quand on dit comme ça. Mais si on réfléchit en réalité à ce qu'il est possible, d'imaginer pour avancer pragmatiquement, raisonnablement la situation des États-Unis, il n'y a rien imaginé dans ce système actuellement, car les Noirs sont au fond, au fond des statistiques pour absolument tous les domaines. C'est ce que Bakounine appelait la destruction créatrice. On va s'arrêter sur ces mots. Alors, on nous demande souvent c'est une question qui vient habituellement dans les émissions de la Perm, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, déjà, vous pouvez, il y a plusieurs manifestations dans ces prochains jours. Il y a demain pour le procès de Adama Traoré. Il y a après-demain une marche, il me semble, à l'hommage de George Floyd. Il y a aussi le 4 juin le procès de Angelo Garant qui est en train de se réouvrir là. Donc déjà, je n'ai pas les dates précises et tout, mais déjà le premier pas si on veut faire quelque chose, c'est se renseigner sur tout ça, aller du côté des familles des victimes et voilà, ce qu'on peut faire déjà, c'est marcher à côté d'elles. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci Norman, merci Ibrahim, merci Barry. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Un petit dernier mot pour nos auditeurs. N'oubliez pas déjà de partager encore l'émission, de la liker, de vous abonner sur la page de Parole d'honneur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous faire des dons. On vous rappelle qu'on est un média 100% autonome et on est tous des bénévoles. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à ceux qui nous ont déjà fait des dons. Tu veux dire que tu reçois l'oseille de George Soros? Alors, on essaye de. Si vous ne donnez pas de dons, on va demander à George Soros. Donc, si vous ne voulez pas qu'on soit contrôlé par George Soros, donnez-nous de l'argent. Donc voilà. Et j'en profite aussi, je suis dans les remerciements pour dire merci à Omar dans la technique, j'oublie souvent. Merci Omar. Merci à Christophe pour la traduction de Tommy Curry. Et merci à toutes les petites mains, Yanis, Louisa, Ouria, Mehdi, tout ça qui permettent à PDH de fonctionner. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et à la prochaine.